Vous m'entendez? Ouais, ça va? C'est bon? J'ai pas envie d'hurler dans le micro. Nous allons commencer cette conférence qui cette fois-ci est dédiée plus spécifiquement au cas du Sahara occidental, qu'on a très brièvement abordé ce matin pendant la table ronde. Je serai en compagnie de Sébastien Boulet, collègue de l'Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Cité et actuellement en délégation CNRS, à l'Institut des mondes africains. Et donc moi-même, je suis Myriam Naili, j'ai terminé ma thèse en relations internationales. Je suis maintenant en poste à l'Université Grenoble-Alpes, pas tout à fait à côté de Saint-Dié-des-Vosges. Surtout quand on ne veut pas prendre l'avion et le train. Bref. Donc on va aujourd'hui s'intéresser, donc, comme je disais, plus particulièrement au cas du Sahara occidental, sur plusieurs aspects. Donc ce sera une conférence un peu multidisciplinaire. Donc moi, j'évoquerai plutôt les aspects juridiques et les aspects géopolitiques. Et mon collègue Sébastien, qui est plutôt anthropologue, nous présentera les aspects plutôt de diaspora culturelle, migratoire. Et voilà. Donc on va commencer... on va commencer par le cadre, en fait, poser un peu les bases de ce conflit, car en réalité, il s'agit d'un conflit, d'accord ? C'est un territoire, mais c'est un territoire qui est aujourd'hui sujet à un conflit, et depuis novembre 2020, un conflit armé sur place, d'accord ? Le cessez-le-feu n'est plus en place, n'est plus en vigueur. Pour ceux qui étaient là ce matin, je vais reprendre la plupart des éléments de contexte que j'ai évoqués ce matin, mais c'est important de les replacer pour bien comprendre tous les enjeux derrière, qu'ils soient géopolitiques ou juridiques ou migratoires, voilà, comprendre toutes les dynamiques qui se trouvent autour de ce territoire et l'importance qu'il peut avoir pour les acteurs et les observateurs qui sont en jeu, qui sont impliqués dans ce conflit. Donc le Sahara occidental, c'est un territoire non autonome, d'accord, c'est selon la terminologie de l'Organisation des Nations Unies. Un territoire non autonome, c'est un territoire qui n'a pas terminé son processus de décolonisation. Donc actuellement, l'ONU compte 17 territoires non autonomes. Le Sahara occidental y a été inscrit en 1963 et toujours inscrit à ce jour. C'est le seul territoire non autonome situé sur le continent africain et c'est le plus grand. On parle d'un territoire de 266 000 km² qui équivaut à peu près à la moitié de la superficie de la France. En termes de population, selon les chiffres, selon les sources, on tourne autour de 1,5 million d'habitants. Et je dis bien d'habitants, ça compte également la population marocaine qui vient donc du Maroc dans ses frontières internationalement reconnues et qui viennent s'installer au Sahara occidental. Ce territoire non autonome, donc, comme je disais, et c'est un territoire qui n'a pas fini son processus de décolonisation, c'était aussi le but de la création de l'Organisation des Nations Unies, évidemment la paix, la sécurité internationale, donc se débarrasser de ce fléau qu'est la guerre, mais également se débarrasser de la colonisation. Et donc enclencher ce processus de décolonisation et de libérer et de consacrer ce droit à l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est consacré à l'article 1 de la Charte des Nations Unies. Ce processus de décolonisation, malheureusement, a connu beaucoup de rebonds. Je vais essayer de brosser un peu l'historique. Il y a des dates clés qu'il faut rappeler. On pourrait parler des heures sur le Sahara occidental, mais on va repartir. En fait, le Sahara occidental, qui était auparavant appelé le Sahara espagnol, était une colonie espagnole. D'accord ? C'était une colonie qui appartenait au Royaume d'Espagne. Depuis 1884, d'accord, les fameuses conférences de Berlin où les Européens se sont partagés tranquillement le continent africain.
et donc depuis 1963 est inscrit sur cette liste de territoires non autonomes, à la demande d'ailleurs notamment du Maroc. Ce territoire, donc Sébastien parlera un peu plus de la nature de ce peuple du Sahara occidental, qu'est-ce qui constitue ses particularités et qui sont ces Sahraouis qui vivent sur ce territoire. Donc moi je ne m'attarderai pas là-dessus, mais c'est un peuple dont le territoire fait l'objet de beaucoup de convoitises, et on verra plus tard pourquoi. En tout cas, dès 1973, le Front Polisario, donc le Front de libération national, le mouvement de libération nationale, était créé à l'époque pour se débarrasser du colon espagnol. Donc à l'époque, c'est Franco qui est à la tête du gouvernement. Il va connaître des soucis de santé assez compliqué, qui va aussi expliquer pourquoi l'Espagne s'est précipitamment retirée et a précipitamment abandonné le territoire. Mais en tout cas, dès 1975, on voit déjà les convoitises de certains États limitrophes, notamment le Maroc, mais également la Mauritanie. D'accord ? Donc le Maroc et la Mauritanie vont conjointement demander, par le biais de l'Assemblée générale, mais demander un avis à la Cour internationale de justice sur la nature de ce territoire. En quoi est-ce que ce territoire, en fait, constitue un terra nullius ? Terra nullius, c'est un terme juridique pour dire que le territoire n'appartient à personne. Donc s'il appartient à personne, clairement, on peut revendiquer une souveraineté. La Cour avait rendu cet avis en octobre 1975, pour dire que elle avait trouvé des éléments, des liens historiques, des liens juridiques entre certaines tribus du Sahara occidental et le sultan du Maroc, et certaines tribus et l'entité mauritanienne. Mais, et c'est là où c'est important de lire le paragraphe jusqu'au bout, mais ces liens ne constituent pas des liens de souveraineté. Et que donc, les résolutions de l'Assemblée générale qui sont pertinentes en la matière sur la décolonisation, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, notamment 1514 et 1541, s'appliquent, et que l'Espagne se doit de procéder à la décolonisation de ce territoire qui appartient au peuple du Sahara occidental. Cet avis n'a pas empêché notamment le Maroc de revendiquer ce territoire, et le 6 novembre, donc un peu plus de 2 semaines après que la Cour ait rendu cet avis, le roi de l'époque, donc Hassan II, a demandé à ses concitoyens, ses sujets de marcher vers le territoire. Donc, encore une fois, les chiffres diffèrent, mais environ 350 000 civils marocains, bien sûr, pas uniquement que civils, il y avait une escorte militaire, sont entrés dans le territoire du Sahara occidental. Donc cette marche verte, comme elle est appelée, a été condamnée, à l'époque, dans les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment sur la question du Sahara, et le Sahara espagnol, donc a été condamné à l'époque, et encore maintenant, je reviendrai sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme de la semaine dernière, mais comme une violation du droit international. Cette marche verte a enclenché une guerre entre les représentants du Sahara occidental, donc le Front Polisario, le Maroc d'un côté et la Mauritanie de l'autre. D'accord ? La Mauritanie aussi, qui revendiquait ce territoire, est rentrée en guerre. Il a quand même existé juste quelques jours avant le décès de Franco, un traité, donc le traité de Madrid, qui avait été signé à l'époque, qui n'avait pas été révélé tout de suite, mais qui est sorti peu de temps après, et qui n'a pas été publié au journal officiel espagnol. Mais ce traité de Madrid, entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, divisait l'administration, d'accord, du territoire du Sahara occidental, sans jamais pour autant parler de souveraineté, et ça sera rappelé plus tard aussi par le sous-secrétaire général des Nations Unies en 2002, dans un avis juridique sur la question.
Cet accord notamment prévoyait des arrangements pour l'Espagne afin qu'elle puisse bénéficier de l'exploitation de ressources naturelles au Sahara occidental, notamment du phosphate. Voilà, donc c'est dans cette foulée-là, dans cette lignée-là, que quelques mois plus tard, en février, le dernier soldat espagnol s'est retiré, le 26 février. Et le lendemain, le 27 février 1976, la République arabe sahraoui démocratique est proclamée. Et s'ensuit une guerre qui va durer jusqu'en 1991. Beaucoup de choses se passent pendant cette guerre, notamment le retrait de la Mauritanie au bout de 3 ans. En 1979, la Mauritanie, je pense que Sébastien pourra aussi peut-être l'évoquer, donc le chef d'État mauritanien qui était affaibli à l'intérieur, en interne. Voilà, c'était pas une guerre qui était menable pour la Mauritanie, et donc voilà, qui s'est retirée très tôt, en 1979. S'en est suivi ensuite la construction du mur de défense par le Maroc. Voilà, merci. Donc dans les années 80. C'est un mur qui est constitué de sable en fait, mais qui est entouré d'environ 7 millions de mines antipersonnelles. C'est un mur qui est long de 2700 km. C'est pas le mur le plus long du monde, puisque c'est la Grande Muraille de Chine, mais c'est le mur militarisé le plus long du monde. Donc aujourd'hui qui divise, comme on a vu sur la carte au début, qui divise le territoire entre la partie qui est occupée par le Maroc et la partie qui est contrôlée par le Front Polisario. Dans les années 80 aussi également, on va trouver l'adhésion de la RAS, donc la République arabe sahraoui démocratique, à l'Organisation pour l'Union africaine. Donc la RAS est un pays membre fondateur de l'Organisation pour l'Union africaine, qui va juste après enclencher le retrait. Le Maroc va se retirer de l'Union africaine en protestation de cette adhésion. Et le Maroc retrouvera plus tard l'Union africaine en 2017. Donc ça fait que 5 ans que le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine. Donc une guerre qui va durer 15 ans, 16 ans, et une mission des Nations Unies qui arrive sur place, qui a deux buts principaux. Donc le cessez-le-feu. Donc c'est à partir de ce moment-là où les armes vont stopper, la guerre sur le terrain va s'arrêter, donc avec tout ce qui va avec, donc l'échange de prisonniers, etc. Et l'organisation d'un référendum. Donc la MINURSO, c'est bien l'acronyme, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental. Et donc depuis 1991, vous le savez sûrement ou pas, mais en tout cas, il n'y a toujours pas eu de référendum. D'accord, ça fait 31 ans maintenant que la mission est sur place et que le référendum n'a pas eu lieu, n'a pas été organisé. Et d'ailleurs, la dernière fois que l'idée de référendum a été évoquée dans les résolutions du Conseil de sécurité, c'était en 2001. Cette mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, elle est un peu particulière, dans le sens où c'est une mission qui est dépourvue de prérogatives de monitoring de droits de l'homme. C'est-à-dire qu'une violation qui a lieu sur place, le personnel de l'ONU sur place n'est pas habilité à faire un rapport au siège et dire voilà, il se passe telle violation et telle violation. Donc c'est une anomalie dans le maintien de la paix moderne, dans les deuxièmes générations, ce qu'on appelle les deuxièmes générations d'opérations de maintien de la paix, donc qui sont plus que c'est pas uniquement des opérations qui visent à stopper les combats et l'aspect militaire sur place d'un conflit, mais également qui prévoient, alors soit des élections, on a pu le voir Timor oriental ou en Namibie, enfin dans d'autres conflits, notamment sur des sujets d'autodétermination. Voilà, c'est des missions qui vont apporter un soutien à la transition, la réconciliation, les processus de réconciliation, de justice transitionnelle, etc., etc. Donc c'est une anomalie, c'est une mission qui est censée faire appliquer un droit à l'autodétermination qui est considéré quand même comme un droit de l'homme important, qui est commun, c'est un droit qui est mentionné aux articles 1er des grandes conventions sur les droits de l'homme. Et
pour autant, le personnel sur place n'est pas habilité à surveiller que les droits de l'homme, droit international des droits de l'homme est bien appliqué. Pourquoi le référendum aujourd'hui n'a toujours pas eu lieu ? On lit beaucoup de choses, beaucoup de témoignages aussi, beaucoup de rapports, beaucoup de résolutions et beaucoup de publications qui ont été faites. La liste des personnes qui devaient voter dans ce référendum a fait l'objet de beaucoup de discussions et de désaccords entre les partis, entre le Maroc et le Front Polisario. Cette liste, en fait, la base de cette liste, c'était un census qui avait été organisé. C'était un census que l'Espagne avait fait en 1974, en fait, un peu avant de se retirer. Donc, il y avait une liste d'environ 80 000 personnes, des personnes qu'elle avait recensées en tant que Sahraouis. Et cette liste devait être agrémentée. En fait, on devait la mettre à jour sur proposition des partis. Alors, les partis, ce qu'elles ont fait, c'est qu'évidemment, elles ont essayé de rajouter le plus de personnes possible qui pourraient voter dans leur sens. Ce qui a fait que, par exemple, le Maroc a proposé plus de 100 000 candidats qui ont pratiquement, dans la majorité des cas, ont été rejetés par la commission d'identification. Une liste terrain finale avait été publiée en 1999 avec à peu près 80 000 votants. Et puis finalement, le Maroc avait donc refusé tout simplement, purement et simplement, l'organisation du référendum. Donc voilà, on arrive dans une situation de statu quo où aujourd'hui, le Maroc met en avant sa proposition de plan d'autonomie. Donc, se propose une autonomie pour le Sahara occidental, mais dans le cadre de sa souveraineté. Et le Front Polisario de l'autre côté, qui, lui, reste sur l'organisation du référendum, en fait, qui était prévu, et c'est le seul point d'accord sur lequel les deux partis, sur lesquels les partis sont mis d'accord, c'est l'organisation de ce référendum, d'accord. C'est Hassan II, à l'époque, était en faveur de ce référendum, et voilà. À sa mort en 99, son fils Mohamed VI a repris les rênes et a une position un peu plus radicale, et ça a aussi contribué. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans la situation où le référendum n'est plus vraiment d'actualité dans les débats. Les partis ne se voient plus aussi souvent qu'elles ne se voyaient dans les années 90. Il y a la question des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme. Alors, je vais parler d'abord les camps de réfugiés. Et on parle souvent d'un conflit entre le Maroc et l'Algérie. On met souvent l'Algérie dans le conflit en tant que partie. Alors pour l'ONU, les parties au conflit sont vraiment le Maroc et le Front Polisario. L'Algérie est un État observateur qui participe aux réunions aussi, aux réunions qui ont lieu entre le Polisario et le Maroc, au même titre que la Mauritanie est un État observateur dans ce conflit. L'Algérie accueille des réfugiés. Donc la plupart des personnes qui se sont enfuies quand la guerre a éclaté se sont retrouvées dans le désert algérien, à côté de Tindouf. Donc il y a Tindouf et puis il y a 5 autres camps de réfugiés autour. Le dernier recensement du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, fait état d'un peu moins de 180 000 personnes. Il date de 2018. C'est un recensement qui a été fait, mais le rapport n'a jamais été officiellement publié. Voilà, c'est pour dire qu'il y a aussi une crise, c'est une crise humanitaire, ouais, qui a lieu, puisque effectivement il y a conflit. La RAS, donc on parle d'une souveraineté dans l'exil. Comme je disais tout à l'heure, c'est un État qui est reconnu par d'autres, pas par la majorité des États du monde, mais jusqu'à un certain point, il y avait plus de 80 États dans le monde qui reconnaissaient la RAS comme un État indépendant, qui fait partie de l'Union africaine. C'est un État qui est organisé avec une armée, un gouvernement, qui a des représentations dans beaucoup de pays. Il y a d'ailleurs un représentant de la RAS en France. Dans certains pays, on parle d'ambassadeurs dans les pays qui ont reconnu l'existence de la RAS. Donc je pense notamment à l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est une souveraineté en tout cas qui est dans l'exil et qui se construit
comme tel. Alors, il faut mentionner, dans le cas du Sahara occidental, les ressources naturelles. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'accord de Madrid, en tout cas les protocoles à cet accord qui permettaient à l'Espagne de bénéficier en fait de l'exploitation du phosphate notamment au Sahara occidental. Donc comme je disais ce matin, il faut savoir que le Maroc, en comptant en tout cas le territoire du Sahara occidental, est le troisième, enfin en tout cas dans le top 5 des plus gros exploitateurs de phosphate dans le monde. Et la majorité vient du Sahara occidental. Donc il y a des enjeux aussi derrière économiques. Je le disais encore aussi ce matin, c'est les eaux qui sont adjacentes à ce territoire, donc la face atlantique, sont des eaux qui sont parmi les plus poissonneuses du monde. Donc il y a vraiment une grosse quantité de poissons qui font l'objet d'accords de commerce, et notamment avec l'Union européenne. Donc je ne sais pas si... Je vais plutôt m'attarder sur cet aspect-là. Et j'en parlais déjà ce matin, mais ces accords-là entre l'Union européenne et le Maroc, notamment sur les accords de pêche, mais aussi sur donc des accords commerciaux sur les produits agricoles notamment, qui proviennent, par exemple, si vous allez au supermarché, vous voyez tomates cerises, en général c'est Azura, mais c'est des tomates cerises où il y a écrit Maroc, et dans 99% des cas, ils viennent du Sahara occidental. Ces accords-là ont fait l'objet de recours. Donc ces accords-là, quand ils avaient été signés, ils n'avaient jamais été, il n'y avait jamais eu la mention Sahara occidental dans les accords. C'était un accord entre l'Union européenne et le Maroc, mais dans les faits, et la Commission l'a reconnu elle-même dans les mémoires qui ont eu lieu pendant les audiences, que effectivement, certains produits provenaient du Sahara occidental. La Cour avait jugé en 2016 puis en 2018 que ces accords, en fait, puisque, elle a vraiment adopté une lecture à la lettre des accords. Les accords ne parlent pas de Sahara occidental, donc il n'y a pas lieu de décider s'ils sont valides ou pas valides, puisque normalement, ils ne devraient pas s'appliquer au Sahara occidental, puisqu'il s'agit d'un territoire séparé et distinct. D'accord. Elle applique un principe qu'on appelle en droit international le principe de l'effet relatif des traités. C'est-à-dire que si la France et l'Italie signent un accord pour des produits agricoles, l'Italie ne va pas les servir en Suisse pour aller vendre les produits à la France. La Suisse, elle doit donner son consentement avant que quelque chose comme ça se passe. Et là, donc, c'est pareil. Elle a demandé, elle dit, si une telle incorporation, enfin, si le Sahara occidental devait être inclus dans cet accord, il fallait le consentement du peuple. Donc elle a parlé de consentement du peuple. S'en est suivi ensuite toute une saga. Ces accords ont été renégociés au niveau du Parlement, de l'Union européenne, et un processus de consultation a été effectué auprès des populations du Sahara occidental. Et donc tout l'enjeu maintenant des nouveaux recours sur ces nouveaux accords, c'est est-ce que alors la population vaut peuple et est-ce que la consultation vaut consentement ? Voilà, donc c'est toute la question et l'enjeu aujourd'hui. L'arrêt, en tout cas, l'arrêt en première instance l'année dernière du 29 septembre l'année dernière. En tout cas, le juge a estimé que les accords n'étaient pas valides, que la consultation ne valait pas consentement, que la population n'était pas le peuple, et donc que les accords ne sont pas valides. Bon, évidemment, le Conseil de l'Union européenne, appuyé par la Commission, appuyé par l'Espagne et appuyé par la France, on fait appel de cette décision. L'audience aura lieu en décembre, il me semble, et un nouvel arrêt devrait sortir l'été prochain. Oui, je vais m'arrêter, je vais parler pendant des heures. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que on pourra en discuter ensuite s'il y a des questions, mais voilà, l'enjeu, il y a toujours un enjeu économique dans un conflit, il y a toujours un aspect qui permet aussi d'expliquer pourquoi de telle ou telle tension. Il y a encore les enjeux migratoires, les enjeux, d'autres aspects, mais peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. Je m'arrête là et je passe là. Merci Myriam. Donc moi je vais plutôt aborder avec vous les enjeux qui intéressent les sciences sociales, notamment les enjeux socio-démographiques très forts. Alors c'est vrai que quand on parle du Sahara occidental, on parle surtout des aspects géopolitiques, juridiques, mais vous imaginez bien que on a des territoires qui sont occupés ou avec des populations qui sont parties en exil. On a ce mur qui sépare ce territoire en deux entités, l'une sous l'occupation marocaine ou le contrôle du Maroc, l'autre sous le contrôle du Front Polisario.
ce que les Sahraouis appellent la zone libérée ou les territoires libérés, qui représentent à peu près 20% du territoire. Donc là, vous avez une carte, par exemple, de la partie qui est sous occupation marocaine, sous administration marocaine, une véritable administration avec des régions, des départements, des walis, donc des préfets, des élections municipales, des élections régionales. On a des députés de cette région qui siègent au Parlement européen, etc. Donc ça, c'est intéressant à regarder aussi. Pour nous autres chercheurs, c'est très compliqué d'aller dans cette partie-là du territoire parce que généralement, on est expulsé assez rapidement, de même que les journalistes. Et puis, effectivement, on a donc ces camps de réfugiés qu'a évoqué Myriam, avec ce mur qui est infranchissable. Donc des familles qui sont séparées parfois depuis 1975, avec le père qui est parti combattre avec le Front Polisario, la mère qui est restée avec ses enfants dans la zone sous occupation marocaine, etc. Donc on a des familles on a des tragédies humaines, comme vous pouvez vous l'imaginer. Des camps avec cette administration sahraoui, 160 000 personnes, 170 000. Alors les statistiques, vous l'imaginez bien, dans un contexte de conflit, sont à prendre avec beaucoup de précautions. Et puis quand même des migrations très importantes, notamment des migrations académiques avec des jeunes Sahraouis des camps de réfugiés qui vont faire leur collège et leur lycée en Algérie. Avant, c'était en Libye, au titre d'accord avec des puissances ou des États de la région. Et parfois, pour certains, qui partent à Cuba et qui passent 10 années à Cuba sans revoir leur famille. Et donc, notamment, là, j'ai mis une diapo avec ces personnes de ce qu'on appelle la Génération de l'Amistad. Donc, ce sont des jeunes Sahraouis qui ont fait leurs études à Cuba et qui écrivent de la poésie, non pas dans leur langue, le hassaniya, mais en castillan, avec des influences caraïbes aussi dans leur production poétique, etc., auxquelles moi je m'intéresse en tant qu'anthropologue. Donc, des enjeux migratoires. Chacune des deux parties essaie effectivement d'habiter ou de peupler ce territoire. Donc on a des transferts de population, hein, Myriam l'a évoqué, du côté marocain, qui sont évidents, et des craintes du côté aussi des camps de réfugiés que ces camps se vident et que finalement cette administration sahraoui devienne caduque aussi, du fait de ces migrations des réfugiés sahraouis, notamment vers l'Europe, vers l'Espagne. Il y a une très forte diaspora en Europe et notamment en Espagne, du fait de cette histoire commune, du fait aussi de cette culture commune, de cette langue que beaucoup de Sahraouis parlent. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment on a vu il y a quelques années avec l'électrification des camps, donc qui sont en Algérie, hein, donc par l'État algérien, eh bien, on a eu des retours de Sahraouis ou des migrations pendulaires entre les camps et l'Europe, avec des réfugiés qui passent une partie de l'année en Europe et qui font des petits boulots, etc., et qui rentrent une partie de l'année dans les camps où ils laissent leurs familles et leurs enfants, etc. Donc il y a ce genre de choses qu'on peut observer. Des débats aussi intergénérationnels au sein de la société sahraoui sur la question de comment on lutte aujourd'hui. Alors, Myriam l'a évoqué, la guerre a repris en 2021, je crois, 2020. Donc, les jeunes ne comprenaient pas pourquoi eux n'avaient pas le droit de reprendre les armes puisque leurs parents avaient fait la guerre entre 1976 et 1991. Et donc, il y avait une sorte de frustration aussi qui existait chez certains jeunes Sahraouis qui n'en pouvaient plus d'attendre ce référendum qui n'a toujours pas eu lieu. Donc, il y avait de très forts débats intergénérationnels sur le sens de la lutte politique et sur les modalités de la lutte politique, avec quand même, néanmoins, notamment dans les territoires sous occupation marocaine, un vrai choix d'une lutte pacifique, de manifestations pacifiques qui sont notamment menées par des femmes dans cette zone. Dans les camps de réfugiés, les femmes ont joué aussi un rôle très important puisque les hommes étaient à la guerre. Donc en fait, les camps de réfugiés ont été bâtis quasiment par les femmes. C'est elles qui ont créé cette administration, qui ont créé ces écoles qu'on voit aujourd'hui dans les camps, ces hôpitaux, etc. Et puis quand les hommes sont revenus de la guerre, de leur garnison,
eh bien là, il y a eu quand même aussi des petits problèmes entre hommes et femmes qui ont dû réapprendre à cohabiter après 15 ans ou 16 ans de conflit. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on voit, nous, chercheurs en sciences sociales, anthropologues sur le terrain, et qu'on essaie aussi de documenter par la recherche. Aussi une forte guerre de télécommunications qu'on voit dans toutes les guerres, et on le voit aujourd'hui par exemple avec un conflit qui est tout près de chez nous. Mais depuis effectivement 2005, il y a eu l'utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux, la création d'une télévision sahraoui dans les camps de réfugiés, et donc une guerre de communication. Dans les années 60, c'était la guerre des radios, on a appelé ça la guerre des ondes, même entre le Maroc et la Mauritanie, puisque le Maroc, jusqu'en 1969, a revendiqué le territoire mauritanien également, pas seulement le Sahara espagnol. C'était le projet d'Alal El Fassi, le leader indépendantiste marocain, c'était le Maroc jusqu'au fleuve Sénégal. Et donc la Mauritanie, nouvellement indépendante, dans les années 60, a participé également à cette guerre des ondes qui était tout à fait intéressante, avec des échanges d'émissions de radio, des échanges de chansons, de poèmes, où on discréditait l'adversaire, la monarchie, etc. Et du côté marocain, où on discréditait le père de la nation mauritanien, Mortar Ould Daddah. Bon. Voilà, donc des activistes des médias, je vais passer peut-être un petit peu rapidement. Alors moi, en tant qu'anthropologue, je m'intéresse notamment au rôle des artistes dans le conflit, et puis dans la vie quotidienne aussi des Sahraouis. Et notamment, j'ai fait quelques petites enquêtes dans les camps de réfugiés sahraouis, et le Front Polisario a investi très tôt dans la poésie et la chanson pour mobiliser justement à sa cause, etc. Et donc dans les camps de réfugiés, on a des poètes et des chanteurs qui sont clairement identifiés comme des artistes patentés, si je puis dire, de l'État sahraoui, qui vont produire des poèmes de mobilisation, des poèmes critiques, ou des poèmes qui glorifient le rôle des femmes dans la Révolution, puisqu'il y avait un projet révolutionnaire aussi, qui était porté par ce mouvement de libération, comme il y en a eu plein d'autres en Afrique. Et donc je voulais vous donner des petits exemples aujourd'hui de ces productions poétiques, et notamment moi je m'intéresse aux productions humoristiques. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un petit peu quand même, là vous exagérez un peu, c'est quand même un conflit, etc. C'est une tragédie. Bon, voilà. Mais justement, l'humour, le recours à l'humour permet justement de prendre de la distance par rapport au conflit et de dire des choses qu'on ne peut pas dire autrement, vous le savez bien. Et donc d'exprimer ses émotions, et notamment ici, premier exemple, un poème qui a fait... Alors moi je m'intéresse à la circulation des poèmes sur le web. Bon, c'est une société nomade, on l'a dit au départ, assez largement nomade, qui est aussi beaucoup dans l'oralité, comme vous pouvez vous en douter. Vous savez peut-être aussi que la poésie dans la culture arabe, dans la civilisation arabe, a une place extrêmement, extrêmement importante. Et donc là, on a, lorsque j'ai commencé à travailler au Sahara occidental, il y a une dizaine d'années, on m'a fait écouter un poème d'un monsieur qui est ici sur la droite, qui s'appelle Béchir Ould-Eli, qui est un grand poète des camps de réfugiés, qui anime aussi une émission de radio à la radio sahraoui, et qui vise un traître, qui vise une personne qui a rallié le camp adverse. Donc, et là, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, cette question du ralliement, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà. Et en fait, la question du ralliement, elle est très intéressante quand on la creuse un petit peu, puisque à la fin des années 80, il y a eu ce slogan de Hassan II à l'époque, El Watan Ghafour wa Rahim, la patrie clémente et miséricordieuse, vis-à-vis justement de tous les gens qui sont partis au Polisario et dont on espère qu'ils vont rentrer à la mère patrie. Et donc il y a derrière ce slogan de Hassan II, il y a toute une politique d'accueil des ralliés, ce qu'on appelle les Aïdines. L'Aouda, c'est le retour, l'Aïdine, les ralliés,
Et donc, dans la zone sous contrôle marocain, il y a des villages entiers qui ont été construits pour accueillir ces ralliés, des maisons qu'on leur offrait à leur retour à la mère patrie, etc. Et c'est très intéressant puisque si vous traversez cette zone, vous voyez des villages entiers électrifiés avec des maisons toutes neuves qui sont souvent vides ou qui sont revendus par des Sahraouis qui viennent, qui prennent leur maison, puis qui revendent et qui repartent de l'autre côté, etc. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, ah bah là, c'est intéressant, on va s'intéresser à cette poésie-là. Et puis finalement, j'ai été un peu frustré parce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 poèmes qui circulaient uniquement parce que, en fait, on ne dénigre pas les personnes qui quittent, qui vont au camp adverse. On ne leur fait pas de publicité. Donc, on évite de dire des poèmes, même des poèmes satiriques sur eux. Néanmoins, j'en ai recueilli 2 ou 3. Et celui-là est particulièrement intéressant. Et d'ailleurs, dans le poème, on ne cite jamais le Béchir Oulaili ne cite jamais sa cible, mais tout le monde l'a en tête. Et donc là, effectivement, ça faisait suite au départ de Ahmedoul Soueilem, qui est ici à gauche, qui était qui a été ministre au sein de la RASD, qui a été un des fondateurs du Polisario, etc. Donc c'était un véritable séisme, ce départ pour le camp adverse. D'ailleurs, Ahmedoul Soueilem a été immédiatement nommé ambassadeur du Maroc en Espagne. Vous voyez un petit peu le type de stratégie politique aussi qu'il y a derrière. Et voilà, donc on a un poème qui est extrêmement... alors, c'est pas seulement de la diffamation gratuite, c'est un poème qui est très beau, que des poètes mauritaniens dont ils m'ont dit que effectivement c'était un très beau poème, etc. Mais que franchement, eux, en tant que poètes, ils ne diraient jamais quelque chose comme ça. C'est trop violent. Voilà. Donc, il y a différents degrés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce poème, aujourd'hui, il circule. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'évidemment, on est dans une tradition orale. Et donc, ce type de poème donne lieu à des ripostes. Donc, on a des poètes du camp adverse, ou alors qui vont être proches de la cible du poème, et qui vont dire « Ah non, je ne peux pas laisser ça passer, il faut absolument que je réponde ». Et donc, on a des joutes à distance. Et en me baladant en Mauritanie, quelques années après, je suis à Nouadhibou, à la frontière du Sahara occidental, ville mauritanienne. Et là, on me dit « Ah, tu devrais voir tel poète ». Et en fait, le type me dit « Ah, mais moi, j'ai fait une réponse à ce poème de Béchir Oulaili ». Donc voilà, donc évidemment, j'étais ébloui, etc. Voilà, on a traduit le poème, on l'a contextualisé. Donc c'est ça aussi, et cette poésie, elle, si vous voulez, pourquoi le poète, il fait, ce poète patenté du Front Polisario, ce poète officiel, pourquoi il fait ce poème-là? C'est parce qu'il faut essayer de dissuader des personnes de suivre l'exemple d'Ahmedoul Soueilem, qui était très apprécié dans les camps, on dit que c'était quelqu'un de très humaniste, etc. Bon, voilà. Donc il faut tout de suite dire non, c'est pas bien, c'était quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait, surtout ne faites pas comme lui. C'est ça le truc. Donc ça permet de voir le conflit, évidemment, sous un autre angle, et de comprendre aussi comment les gens vont se positionner par rapport à des départs. Bon. Autre exemple, donc là, moi je fais des enquêtes de terrain où j'essaie de rencontrer les poètes, je fais des entretiens avec eux, j'essaie de contextualiser ces poèmes, de les traduire, etc. Un autre exemple, là je vais peut-être vous mettre une très courte vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps en fait. Si, c'est plus rigolo quand même les vidéos. Alors, voilà, donc, bon. مجلس الأمن والأمين العام والمبعوث أصحاب القرار خلاه السادس في الأيام يتخبط عند اسمع الأخبار. مجلس الأمن والأمين العام والمبعوث أصحاب القرار خلاه السادس ذو الأيام يتخبط عند اسمع الأخبار جاء بيده تليفون قالوا بان كيمون ذا كان مفقوع ومطعون بيحول القرار لدار نقاشه ويصدر في القانون يعني تصفية الاستعمار فاق يعني شكله المضمون فاق يعني حان استشار قالوا يا فرانس يا شارون يا حق الفيتو يا تتار يا بان كيمون انت مجنون. Bon, Ban Ki-moon, Tamejnoun, bon là c'est Mohamed VI qui, bon alors voilà, c'est un poème, c'est ce que l'auteur appelle un poème opérette. Alors ce monsieur, Mustapha Ould El-Bar Abdeldaïm, il vit dans les camps de réfugiés. C'est un grand poète des camps de réfugiés. Et là, il m'a dit non mais là j'ai voulu faire c'était en 2013 et il y avait justement cette discussion
au Conseil de sécurité de l'ONU, où les Américains, je crois, avaient demandé l'élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme. Et donc, cette demande américaine a été, je crois, rejetée. Enfin, voilà. Ouais, voilà, c'est pas arrivé sur la table comme ça, c'était en discussion sans doute en coulisses. Et donc, Mustapha Abdeldaïm, alors je découvre ce poème sur les réseaux sociaux par un ami sahraoui, etc., qui me dit « Ah, écoute ça, c'est formidable ». Et donc, Mustapha Oulelbar Abdeldaïm a composé un poème qui est en fait un appel téléphonique entre Mohamed VI et Ban Ki-moon, qui était à l'époque secrétaire général des Nations Unies. Et Mohamed VI se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du Conseil de sécurité? Mais je suis stressé avec ça, tu peux pas faire quelque chose, etc., etc. Et Ban Ki-moon lui dit, mais arrête de m'emmerder avec ces histoires. De toute façon, je t'entends mal, il n'y a pas de réseau. Tout ça en langue hassania, hein, évidemment que ni Ban Ki-moon ni Mohamed VI ne connaissent. C'est la langue des Sahraouis et d'une partie des Mauritaniens. Et donc Ban Ki-moon lui dit non mais sors de ce territoire, tu n'en auras pas une miette, voilà, arrête d'exploiter les ressources naturelles, respecte les droits de l'homme et puis après on verra, etc. Et puis de toute façon, là-haut, tu as des carottes, des patates et des pastèques, ça te suffit bien. Voilà, il y a tout un... Et donc, et vous imaginez bien que sur le web, ce dialogue imaginaire entre Ban Ki-moon et Mohamed VI a eu beaucoup de succès. Et ça permet aussi de voir comment le politique est appréhendé au niveau des populations, quel rapport ils ont aux puissants, à la communauté internationale. Parce que là, Mustapha Oulelbar Abdeldaïm me disait non mais moi c'était... le fait que le mandat n'ait pas été élargi, etc., pour moi, ça a été une désillusion incroyable, etc. Et donc, je me suis senti obligé de réagir et je l'ai fait de cette manière-là. Voilà, donc on a ce genre de choses. Et puis, on a aussi du théâtre. Donc, c'est-à-dire que dans cette société, ce qui est très important, c'est la production poétique et la production musicale. Il y a une musique aussi qui est très, très, très prisée. Et puis on a par exemple Mohamed Rali qui est ici, un jeune qui fait du théâtre, qui a appris le théâtre en Algérie, une école de théâtre célèbre nationale en Algérie, et qui a créé un one-man show, je ne sais plus en quelle année, 2011 ou 2013, qui s'intitule Ana Jaytun Gulkum, donc je suis venu vous dire. Et donc là c'est un personnage un petit peu loufoque, un petit peu débraillé, qui vient comme ça, donc pas très sérieux, et qui vient rendre visite, qui vient dans un cimetière et qui vient parler aux martyrs, puisque ça se fait dans la tradition, voilà, on vient parler aux morts, on vient, voilà, dans les cimetières, on le fait aussi, je pense, ici. Et on raconte ce qui se passe, et on raconte son ressenti de réfugié, la situation, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, on a ce one-man show qui est donc qui met ce personnage mi-loufoque, mi-niais, et qui est dans qui dit voilà, on a créé une administration. On a créé des écoles, on a créé des dispensaires, on est réfugiés, on a fait tout ça, on a un gouvernement, on a même du paracétamol, mais il paraît qu'il y a des pays qui n'ont pas de paracétamol, nous on en a, donc tout va bien finalement, etc. Et donc là c'est l'autodérision, et il a fait son one-man show devant les officiels du Front Polisario, et donc c'est aussi, alors là c'est une forme de critique qui est beaucoup moins frontale, mais où on essaie de faire passer aussi par l'humour et par ce personnage un petit peu loufoque, ce clown tragique. On fait passer un vécu commun, et du coup ça fait rire tout le monde, parce qu'on est tous dans la même galère, on attend ce référendum depuis 30 ans. Et voilà, donc là aussi on a le recours à l'humour qui permet aussi de faire communauté, et qui permet aussi de faire passer toutes ces frustrations et ces désillusions. Peut-être qu'il y aura une question justement sur pourquoi finalement il n'y a pas plus de terrorisme entre guillemets dans ces camps, etc. Et voilà.
l'humour et la production artistique, ça sert aussi à canaliser tout ça. Et puis un dernier exemple, pour pas abuser de mon temps de parole. Alors là, c'est un deuxième exemple. Je peux vous mettre la vidéo très rapidement. Ce sera quand même mieux si je la retrouve. Alors, elle est là. تجمعوا انتم شكون راكم وين هو شكون هو نعطاه شوي من الكثير رانا مستعدين نكروه هما اللي فريق ورانا نعرفوا ردة الفعل الشرسة المحالية للحكومة لما رفعنا الشعار ورفعنا العنوان ماني للي من 75 مرقنا من أرضنا لاجين صبرنا 26 جول وجود كرفيس اليوم بك انت متناين سوى نحنا شكون يا الرئيس شكون Voilà, donc Shkoun Antouma Shkoun, c'est en fait donc là c'est une chanson critique dans les années 2011. C'était dans un album cet artiste qui est en fait c'est un chanteur célèbre d'un groupe de musique sahraoui qui a beaucoup tourné dans les festivals en Europe avec Mariam Hassan qui était une grande chanteuse du Polisario. Et là, c'est une chanson critique au moment des printemps arabes, où on a cet artiste qui met en scène une sorte de censure qu'il vivrait dans les camps et ou qu'il vit. Après, voilà. Et où en fait, il critique directement le président de l'époque, qui est décédé depuis en 2016, Mohamed Abdelaziz, où il met dans sa bouche ces paroles, tout mashkoun, mais qui êtes-vous? Donc ce président qui ne reconnaît plus son peuple. Un peuple qui vit dans des camps de réfugiés depuis 40 ans, qui en a marre et qui a fait confiance à cette figure politique, à ce président depuis 40 ans, puisque Mohamed Abdelaziz est resté longtemps au pouvoir. Et là, on a une critique frontale du pouvoir à travers une chanson en mode rap léger, on va dire, mais en même temps avec un artiste qui fait un peu le bouffon, entre guillemets, et qui justement essaie aussi de faire passer une critique politique de manière un petit peu bouffonne, si je puis dire, de cette manière-là, et qui du coup fait rire. Néanmoins, à l'époque, donc son clip a été diffusé par un média marocain à l'époque. Il a été traduit, vous voyez les sous-titrages en arabe. Il parle plutôt shkoun, c'est pas du dialecte hassania, c'est pas le dialecte des Sahraouis, c'est plutôt du marocain, je pense, ou de l'algérien, du darija. Voilà, donc le public n'est sans doute pas le même, etc. Donc moi, je m'intéresse un petit peu à tout ça, et ces différentes... on était effectivement à l'époque des printemps arabes, où il y avait aussi tout un mouvement chez les jeunes Sahraouis qui en avaient marre d'être dans des camps, qui en avaient marre de vivre cette situation. Et c'est ce que dénonce ce chanteur dissident à l'époque. Il vit toujours dans les camps, il va bien, d'après ce que je sais. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer un petit peu ce que la recherche aussi en sciences humaines et en sciences juridiques, en sciences politiques, peut faire d'un même sujet, comment on peut s'en emparer différemment. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Bon, là, c'est Mariam Hassan, une grande chanteuse du Polisario qui est décédée en 2015 ou 2016. Aziza Brahim, que vous connaissez peut-être, qui vient souvent en France en concert et qui a plusieurs albums de world music. Et du coup, pour terminer, pour conclure, voilà, donc en fait, on essaie... ce qui est intéressant, c'est que ce conflit, finalement, il polarise énormément de chercheurs à l'international, comme j'imagine beaucoup de conflits, enfin peut-être pas tous. Mais, et donc, nous, ce qui nous a intéressés, sachant qu'on a un accès au terrain qui est compliqué, donc on a créé un observatoire qui est une sorte de collectif de chercheurs à l'international sur ce conflit,
qui nous permet effectivement de faire de l'interdisciplinarité, mais aussi de recouper nos informations. On a une bibliographie en ligne, si ça intéresse certains d'entre vous. On fait des activités, on organise des conférences, on vient dans des manifestations comme celle-ci. D'ailleurs, je remercie les organisateurs. On essaie aussi de jouer un rôle auprès de différents acteurs, les médias, mais aussi les institutions politiques. Donc c'est un rôle qui n'est pas facile. Souvent on nous dit « Ah mais toi tu défends telle ou telle position, etc. » Voilà, donc c'est très compliqué, c'est très miné pour le coup. Mais voilà, on essaie, nous, on se base aussi sur le droit international. C'est ce que... Bon. Voilà, donc on essaie de faire ça en tant que chercheur. Et là, ça fait partie, je pense, aussi du rôle du chercheur aujourd'hui, que d'être présent aussi dans la cité. Voilà, je vous remercie. Alors, une question, je ne sais pas si on peut vous passer le micro, sinon parlez bien fort. Ah voilà. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. J'aurais quelques petites questions très rapides. D'une part, pour évoquer ces circulations des Sahraouis vers l'Europe, quel passeport utilisent-ils? Est-ce un passeport algérien? Est-ce un passeport marocain qui sert un petit peu de vision utilitariste, on va dire? Ou est-ce autre chose? Première question. Deuxième question, vous avez parlé de peuplement de Marocains vers le sud. Alors, il y a eu ce mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une destination qui fait rêver les Marocains qui veulent changer de vie? Ou bien est-ce qu'on fait plutôt appel à des subsahariens pour les fidéliser et les fixer et éviter qu'ils n'aillent plus au nord? Et enfin, troisième question, est-ce que depuis la signature des accords d'Abraham avec la reconnaissance d'Israël par le Maroc, est-ce que ça change des choses fondamentalement pour les Sahraouis? Merci. Oui, c'est bien, c'est clair, c'est concis, c'est rapide. Sur la question des passeports, tu voudrais répondre? Je peux répondre. Ouais, les accords. Alors, je vais commencer par les accords. Oui, les accords d'Abraham, je ne les ai pas évoqués tout à l'heure. C'est vrai que le 10 décembre 2020, donc un mois après la reprise du conflit sur le terrain, Donald Trump avait, avant de quitter son bureau à la Maison-Blanche, avait fait un tweet où il reconnaissait la marocanité du Sahara et en échange donc de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et bien sûr des accords militaires et voilà. De vente d'armes et tout ce qui s'ensuit. Concrètement, est-ce que ça a changé quelque chose pour les Sahraouis? Non. Il faut savoir que les relations entre le Maroc et Israël étaient déjà... c'est une entente cordiale sous-marine, c'est-à-dire que voilà, elle existait, sauf que ça n'avait jamais été officiel. Au niveau de la population marocaine, par contre, ça a été un bon, c'était pas une claque, mais voilà, ça a été très très mal pris, c'était très mal vu, parce que là, il faut savoir qu'entre 85 et 90% dans les enquêtes d'opinion qui sont faites en général au Maroc, la population marocaine soutient la cause palestinienne. Donc la population marocaine était très, très mal vécue, la normalisation des rapports entre Israël et le Maroc. Et donc de vendre un peu la peau des Palestiniens et des Sahraouis, ça a été... Mais pour les Sahraouis, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. D'ailleurs, cette proclamation, enfin c'était un twist donc, à la Donald Trump, n'a pas fait vraiment l'objet ni de déclaration, de projet de loi au Parlement américain, ou n'a pas non plus été démenti ou contredit par Joe Biden, le nouveau président. Donc c'est vrai que c'était un peu une bombe posée là, qui a beaucoup servi la rhétorique et le narratif de Maroc et des autorités marocaines en disant regardez, on reconnaît notre souveraineté. Ça a été le premier État à le faire, premier président, premier chef d'État, Donald Trump, à le faire. Il n'y a jamais eu aucun État avant qui avait reconnu la marocanité du Sahara. Donc ça, c'est pour les accords d'Abraham. Ouais, les passeports. Les passeports, en général, donc les personnes qui sont dans les camps de réfugiés ont des passeports algériens, vu qu'ils sont en territoire algérien. La plupart sont nés sur le territoire algérien. Pour ce qui est des Sahraouis qui vivent en territoire occupé, eux, c'est, oui, comme vous disiez, certains, on leur délivre un passeport marocain, et c'est vraiment
c'est une question pratique pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se rendre notamment en Europe, en Espagne, Genève. Et la question du milieu, je me souviens plus. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, sur la population. Alors, déjà, les statistiques sont un petit peu compliquées. On sait qu'il y a à peu près aujourd'hui 10% de la population de ce territoire qui est sahraoui. Donc les Sahraouis sont extrêmement minoritaires aujourd'hui sur cette partie. Alors, par rapport aux populations subsahariennes, oui, mais enfin, je pense que c'est plutôt des populations qui sont de passage. Elles sont sans doute plus nombreuses dans le territoire marocain aux frontières internationales reconnues. En revanche, je sais par exemple que les Mauritaniens qui partagent, pour une partie des Mauritaniens qui partagent la même culture que les Sahraouis, je sais que certains Mauritaniens ont bénéficié notamment, ou ont essayé de bénéficier de cette politique de ralliement que j'ai évoquée tout à l'heure, pour obtenir une villa ou une petite maison, la fameuse carte de promotion nationale, qui est une carte qui donne 150 € par mois à ces personnes, et qui viennent faire du business en fait dans ce territoire. Donc ça, je sais que c'est par exemple à Laayoune, qui est la grande ville du Sahara occidental. Il y a tout un quartier qui est habité par des Mauritaniens, notamment, vous savez peut-être que les Mauritaniens sont des grands commerçants. Ils sont connus, les Maures notamment mauritaniens, ils sont connus pour leurs activités commerciales. Et donc il y a tout un quartier de Laayoune qui est, alors, je ne sais plus lequel, qui est habité par des Mauritaniens qui font essentiellement cette activité. Après, ces enjeux sociodémographiques, je dirais qu'il y a des enquêtes à faire, mais c'est compliqué de faire des enquêtes. C'est tout le problème de la recherche aussi, et des trous dans la production scientifique qu'il faut réussir à faire d'une manière ou d'une autre. Je vais juste rajouter aussi qu'en fait, il y a une politique aussi du roi et du gouvernement marocain d'inciter les Marocains à aller s'installer dans ce territoire-là. Donc, il y a des subventions, des préférences fiscales. Donc, il y a un intérêt aussi fiscal à aller s'installer là-bas. Pour 1 dirham investi à Rabat, il y en a 7 qui sont investis au Sahara occidental. Donc, il y a vraiment une politique. C'est une question nationale au Maroc. C'est ce qui fait l'unité en fait au Maroc, c'est de travailler sur la marocanité de ce territoire-là. Alors justement là-dessus, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, on peut quand même nuancer, enfin c'est une réalité, néanmoins je parlais ce matin avec des collègues algériens qui m'expliquaient qu'en fait l'Algérie fait pareil pour le sud algérien, puisque d'après ce qu'on m'expliquait, les fonctionnaires algériens ont 200% de leur salaire quand ils partent travailler à Tindouf ou à Borj El Mokhtar ou dans des villes du grand sud algérien. Donc finalement, ce sont des politiques, ce sont des politiques de peuplement, effectivement, mais pas forcément dans les mêmes situations politiques. Ouais. Ouais. C'est ça. Il y avait d'autres questions ? Ouais. Merci. Je viens de passer 2 ans à Laayoune où j'enseignais pour la mission laïque française. Je viens de rentrer. Enfin, je suis rentrée en juillet dernier. Et je voudrais confirmer ce que vous disiez. Je voudrais insister sur le fait que le roi du Maroc met énormément de moyens de séduction et fait construire, par exemple, un très très grand marché à Laayoune, complètement disproportionné par rapport à cette ville de 200 000 habitants, parce qu'il espère justement le retour massif des ralliés. Voilà. Moi, j'ai travaillé avec des élèves marocains du Nord qui étaient des enfants de gens de l'administration qui venaient là justement pour avoir un salaire tout à fait conséquent, et avec des enfants sahraouis. Et je suis quand même un peu inquiète sur le problème culturel, parce que les enfants sahraouis que j'ai vus, donc c'est pas évidemment, les enfants de Laayoune ne sont pas les enfants des camps de réfugiés. Mais au niveau culturel, mes élèves m'expliquaient qu'ils ne voulaient ni de la culture espagnole, ni de la culture française. Alors qu'est-ce qui reste comme culture, étant donné qu'à Laayoune, il y a une très grande école de musique dans laquelle il ne se passe rien. Je le sais parce que j'y suis allée m'inscrire.
ou quasiment rien, un cours de solfège et un cours de guitare. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma. Et quand on demande aux élèves, alors, qu'est-ce que vous faites de vos loisirs? Sur la place principale de l'Aïoun, il y a un McDo. Et la plupart des élèves passent beaucoup de temps devant Netflix. Voilà. Juste une petite contribution. Est-ce que vous savez si si les enfants pouvaient parler dans leur langue maternelle hassaniya, ou est-ce qu'ils étaient obligés de parler en arabe ou en darija? J'étais dans une école française. Ah oui. Principalement, moitié des cours en français, moitié des cours en darija. D'accord. Je ne sais pas du tout s'ils parlaient une autre langue. Merci de votre témoignage. C'est très rare les expériences comme la vôtre aujourd'hui. Pourtant, elle est souvent présentée comme telle. Dakhla, oui, pour le hotspot de kitesurf, mais l'Aïoun, pas du tout. Ça fait partie des opérations de séduction du roi d'avoir obligé la mission française, en gros, obligé, je ne sais pas si le mot est juste, à installer à Dakhla et à l'Aïoun une école. Ça a été une pression du royaume du Maroc. Bonjour, oui. Vous avez évoqué donc les camps de réfugiés. Concrètement, quelles sont les ressources des réfugiés? Comment ils vivent? Est-ce que c'est l'État algérien ou est-ce que c'est l'ONU? Tu pourras compléter. C'est essentiellement de l'aide humanitaire. Donc c'est des fonds, donc l'ONU, le HCR, présent à Tindouf. Hein, Le PAM. oui, le PAM, l'Union européenne. Aussi, il y a des fonds. Et puis, oui, évidemment, l'État algérien, dans une certaine mesure. Mais c'est essentiellement de l'aide humanitaire. Ah, non. Et les infrastructures, c'est l'État algérien, l'électrification, les approvisionnements en eau. Voilà. Ouais. Mais sachant que cette aide humanitaire, elle a beaucoup baissé, je crois, ces dernières années, notamment avec le Covid, mais déjà avant le Covid. Puis la population augmente. Enfin, voilà, parallèlement. Donc, ouais. En revanche, c'est quand même intéressant en tant que chercheur, quand on va dans les camps à plusieurs reprises, on voit des changements extrêmement rapides. Et moi, je me souviens, la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2019, on avait un petit projet de film avec un collègue, et il y avait des maisons qui étaient dont les hommes, justement, vivaient en Espagne. Il y a des maisons qui commençaient à avoir des machines à laver, des télévisions. Donc, on a des camps de réfugiés. Au départ, c'était des tentes du HCR. Et puis, pendant longtemps, après, il y a eu des maisons en banco. Et pendant longtemps, les Sahraouis refusaient de construire avec du ciment, avec des parpaings, en disant « on n'est pas chez nous ». Si on commence à construire avec du parpaing, ça veut dire qu'on a accepté la situation, etc. Donc, voilà, vous voyez le type de problématique. Et là, maintenant, effectivement, c'est toujours un petit peu, je pense, cette position un petit peu inconfortable aussi, on a envie aussi que sa famille soit bien, surtout quand sa famille est restée vivre dans les camps avec des jeunes enfants, etc. On a envie qu'ils aient une télévision, un frigo, voilà. Et donc on voit aussi tous ces changements-là qui sont plus évidemment le téléphone portable, donc avec WhatsApp, qui change considérablement aussi les dynamiques de communication entre les camps et la diaspora. Voilà, on a WhatsApp tous les jours, donc, et justement, c'est sur WhatsApp qu'on fait passer aussi des chansons, des poèmes, et qu'on fait aussi cette communauté imaginée dont parlait Benedict Anderson en son temps, cette communauté imaginée qui vit, en fait, qui existe sur le web, sur les téléphones portables. Oui, on s'imagine les camps, vraiment, voilà, qu'on n'a pas d'idée aucune idée de ce conflit. On s'imagine les camps en des tentes, et voilà. Mais c'est vraiment, oui, vous allez là-bas, c'est des villes. Il y a une mairie, dans chaque camp autour de Tindouf, qui porte le nom d'ailleurs des villes dans le territoire occupé. Donc, vous avez Smara, vous avez Aousserd, vous avez Boujdour, et vous avez une mairie, vous avez un hôpital, vous avez une école, vous avez une bibliothèque, vous avez, enfin voilà, pareil, j'y suis allée, j'étais étonnée. Les gens vivent, se sont organisés, quoi. À la base, c'était censé être temporaire, finalement,
Voilà, donc forcément, il y a 3 générations de réfugiés sahraouis, des enfants qui sont nés, qui ont eu leurs enfants dans ces camps de réfugiés. Donc forcément, oui, ça force à l'implantation quelque part. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, bonjour, je vous remercie pour cet exposé très intéressant. Petite question par rapport aux voisins algériens. Quel est son rôle dans ce conflit, sachant que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont parfois tendues, voire plus que tendues en ce moment? Ouais, très tendu. Oui, bah, merci pour la question. Oui, les relations entre le Maroc et l'Algérie, il faut savoir que la frontière... Oui, le rôle de l'Algérie, oui. Ouais, je t'en prie. Non, il faut savoir que la frontière terrestre entre le Maroc et l'Algérie est fermée. Vous avez 2 frontières terrestres dans le monde qui sont fermées. C'est la Corée du Nord et la Corée du Sud, et le Maroc et l'Algérie. Donc c'est pour vous dire l'importance quand même l'importance les relations entre le Maroc et l'Algérie. Alors l'Algérie, il faut savoir, oui, elle est officiellement pas partie au conflit. Quand vous regardez les résolutions de l'ONU, etc., les parties au conflit, c'est bien le Maroc et le Front Polisario. Mais l'Algérie, comme je disais tout à l'heure, au même titre que la Mauritanie, sont des États observateurs. L'Algérie, politiquement et géopolitiquement parlant, elle n'a aucun intérêt à ce que le Maroc acquiert, ou en tout cas la souveraineté sur le Sahara occidental. Elle ne le revendique pas elle-même, elle ne demande pas à avoir accès à ce territoire, mais elle, évidemment, géopolitiquement, elle n'a aucun intérêt pour son hégémonie dans le Maghreb. Vous savez que l'Union pour la Méditerranée, c'est une organisation qui n'existe, mais qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le Maroc et l'Algérie ne s'entendent pas, et c'est ça, l'Union du Maghreb arabe, pardon. Et à cause de ce conflit-là, donc l'Algérie, elle soutient le Front Polisario diplomatiquement, financièrement. Donc elle est vraiment, elle pousse. Après, c'est sa culture, de l'autodétermination. Voilà, elle s'est battue pour avoir l'indépendance. Donc elle est dans cette culture-là de tiers-mondiste, etc. Donc le mouvement des non-alignés, etc. Mais oui, l'Algérie a un rôle important dans ce conflit, même si elle n'est pas considérée comme une partie au conflit. Bon, c'est ce que vous entendrez dans la rhétorique au Maroc, que c'est un conflit qui est créé par l'Algérie et qui se fait contre l'Algérie. Bonjour. Oui. On prendra après. Moi, j'ajoute à la question de Messier et le rôle de l'Espagne. Cet printemps, on a eu la déclaration de président d'Espagne. En fait, c'était une situation bizarre. On a accueilli Messier Gali en Espagne. Puis, on a déclaré Maroc comme un prince de Sahara. Du coup, c'est un peu le choc. Oui, alors le rôle de l'Espagne, oui, effectivement. Alors l'Espagne qui est censée être la puissance administrante du territoire non autonome du Sahara occidental. Donc quand vous allez sur la liste et vous voyez la liste des territoires non autonomes, vous avez une puissance administrante qui est en général l'ancien État colonisateur et qui est en charge de s'occuper du processus de décolonisation. Donc théoriquement, en droit, c'est l'Espagne qui demeure la puissance administrante, même si en 1976, elle a fait une déclaration pour se décharger de toute responsabilité. Et depuis lors, l'Espagne a ce qu'on avait appelé une attitude de passivité neutre, ou neutre, je ne sais plus quel est le terme en français, neutralité passive, voilà. Neutralité passive, peu importe ce que ça veut dire d'ailleurs, neutralité passive. Mais jusqu'à présent, l'Espagne essayait de maintenir justement une espèce de statu quo où elle n'était pas forcément en soutien à la proposition d'autonomie du Maroc, mais voilà. Oui, effectivement, le président Gali, président sahraoui, qui a été accueilli en Espagne pour se faire traiter du Covid, secrètement, bon, ça filtrait évidemment, a d'ailleurs causé l'ouverture des frontières. Le Maroc a ouvert les portes de Melilla et Ceuta, donc c'était en réponse à ça particulièrement. Et oui, à la suite de ça, l'Espagne décide que en fait, elle n'est plus neutre, elle soutient la position du Maroc. L'Espagne, elle marche sur des œufs, c'est-à-dire que la population espagnole est vraiment, quand vous parlez déjà, on connaît
plus souvent le conflit au Sahara occidental en Espagne, parce que c'est une ancienne colonie, et la population, et vous voyez même dans les communautés, les villes, etc., il y a un grand soutien à la population sahraoui. Il y a une sorte de culpabilité de la population espagnole sur ce conflit. Les dirigeants, c'est autre chose. Les dirigeants doivent composer avec des problématiques migratoires, des problématiques de contre-terrorisme. Donc forcément, il y a toujours ce chantage. Et vous voyez bien, par exemple, quand une décision de la Cour européenne est rendue, par exemple, je pense dans la première affaire, et en première instance, toute première affaire en 2015, quand les premiers accords avaient été invalidés, vous voyez tout de suite la réponse du Maroc politiquement. C'est soit on va laisser passer des migrants, soit on annule des exercices militaires. Enfin, il y a vraiment un gros chantage géopolitique derrière. Et malheureusement, l'Espagne doit composer avec ça aussi. Donc, c'est une situation très compliquée pour l'Espagne et juridiquement qui demeure quand même, qui demeure la puissance administrante du territoire. Il y avait madame avant, ouais. Je vous remercie parce que ce sont des aspects que l'on connaît mal ou pas du tout sur la situation de ce Sahara occidental. Moi, je voulais vous poser une question. N'y a-t-il pas une radicalisation? Parce que dans vos propos, ça semble très cool, très calme, très pacifique, enfin, tous les aspects culturels qu'on apprécie, mais pas de radicalisation. C'est la question que je voulais vous poser. Alors, vous entendez par radicalisation religieuse ou radicalisation politique ? Si, je pense que tu sauras plus avec ton travail sur le terrain, mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été une lutte non violente, pendant 30 ans. Il faut savoir quand même que le cessez-le-feu a duré 30 ans sans qu'il y ait pour autant de conflits physiques, armés entre les parties. Mais c'est justement cette longue attente qui a créé des frustrations auprès des plus jeunes et qui, eux, n'ont pas eu peur de reprendre les armes du coup en novembre 2020. Je ne sais pas si tu veux rajouter des éléments. Mais... Alors c'est pas évident de savoir en fait vraiment, surtout quand on fait des toutes petites missions comme c'est mon cas. Surtout que cette question, elle est aussi instrumentalisée par les camps, le camp adverse, etc. Bon, il y avait eu des enlèvements d'humanitaires dans les camps, il y a, je sais pas, en 2009, je crois, des enlèvements d'humanitaires dans les camps. C'est la première fois, et je crois la dernière, que ça avait eu lieu. C'était une époque aussi où dans le Sahel, il y avait pas mal justement aussi de trafic de drogue, de cigarettes dans toute la région, quoi. Donc ça avait tout de suite été utilisé par le Maroc en l'occurrence pour dire bah voilà, vous voyez, c'est des terroristes, etc. Bon bref. Donc et du côté du Polisario, voilà, en fait la drogue c'est le Maroc, vous voyez, ils produisent du kiff, donc c'est des bon. Bref, donc il y a cette bataille de l'information, de la désinformation plutôt. Après, effectivement, moi, dans les camps, j'ai vu qu'il y avait quand même des jeunes qui sont à bout, en fait, et qui peuvent avoir un repli, adopter un repli religieux, et avec un rejet de l'Occident. Il faut savoir aussi que dans les camps, il y a énormément d'étrangers qui viennent, parce qu'il y a aussi un message du gouvernement du Polisario qui dit bah, plus on a d'étrangers qui viennent nous voir, plus notre message va passer, plus on va avoir d'aide humanitaire, etc. Donc il y a énormément notamment de jeunes humanitaires qui viennent dans les camps, avec aussi des chocs culturels entre hommes et femmes, bon voilà. Donc les camps, c'est vrai que ça pourrait très bien être des poudrières, voilà. En l'occurrence, il y a quand même un cadre politique qui est celui du gouvernement de la RASD. Il y a aussi tout un travail qui est fait dans les écoles de la RASD, où effectivement, je pense qu'on a éduqué les jeunes enfants sahraouis à adopter une certaine attitude pacifique, de règlement pacifique, etc. Après, je vous disais, il y a des vrais débats intergénérationnels, puisque moi, en 2019, on était parti pour un tournage sur la question des martyrs. Et qu'est-ce qu'on fait de l'héritage des martyrs aujourd'hui dans les camps de réfugiés? Qu'est-ce qu'en font les jeunes qui ont perdu leur père, souvent leur père plus que leur mère, mais à la guerre? Tous les morts du conflit sont considérés comme des martyrs, sur lesquels il y a des poèmes aussi, des chansons, etc. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Est-ce qu'il y a un moment, on ne peut pas s'empêcher de reprendre les armes? Est-ce qu'on arrive à positiver par rapport à
à ces victimes des mines et de la guerre. Mais en revanche, c'est assez compliqué de travailler sur cette question de la radicalisation. Je sais qu'il y a des ONG qui s'emparent de ça. Je ne sais pas trop quelle est la valeur de ce qu'ils produisent comme information, comme données. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même un sujet de débat au sein des ONG qui interviennent dans les camps. Ouais. Mais bon, je ne vous ai pas apporté beaucoup d'éclairage là-dessus, mais voilà, c'est pas simple en fait. Voilà, une dernière question peut-être. Oui, il y avait monsieur avant. Excusez-nous. Moi, c'était un tout petit complément à sa question et à ce que vous avez répondu. En fait, moi, ma question d'origine, c'était par rapport aux nouvelles générations. Comment elles se positionnaient? Est-ce qu'elles ont envie de revenir? Parce qu'en fait, il y a toute une nouvelle génération qui a du coup grandi, été élevée dans ces camps et qui ne connaissent pas en fait leur territoire d'origine. Et en fait, donc vous avez parlé du fait que maintenant il y a un brassage avec des humanitaires qui viennent ou autres et qui sont installés. Donc en gros, est-ce qu'il y a une volonté de revenir? Donc là, je parle même pas de en gros reprendre les armes ou quoi, mais c'est vraiment juste est-ce qu'ils aspirent à revenir sur leur terre d'origine? On va traiter les deux questions en même temps, si vous voulez. Ma question est presque redondante avec celle du monsieur qui l'a posée. On constate dans les conflits qui sont longs comme ça, des différences entre les générations par rapport à la question de la défense des droits, par rapport, en l'occurrence, ceux du peuple sahraoui. Et il y a des tentatives de modélisation à ce sujet qui tendent à montrer que la deuxième génération, celle qui suit celle des combattants, est parfois dans une posture d'accommodement par rapport à l'existant, au statu quo. Et alors que la troisième génération est plutôt dans une attitude au contraire de retour au combat sous des formes diverses. Alors je voulais vous demander si vous constatez une différence entre les générations et si ça fait des conflits à l'intérieur de ce qu'on appelle le peuple sahraoui encore aujourd'hui. Juste un petit... Bon, on va essayer de répondre aux deux questions sur ces histoires intergénérationnelles. Justement, dans le tournage du film sur les martyrs, à un moment, on était dans une tente avec une jeune femme qui venait de terminer ses études en Algérie et qui était présidente d'une association comment on appelle ça ? Association de promotion de la non-violence. Voilà, l'association Nova. Et donc, il y avait sa mère qui faisait du thé à côté. Donc, on a commencé l'entretien avec mon collègue Michel Tabé en filmant la jeune femme dont le père était martyr. Voilà, donc on lui demandait un petit peu ce qu'elle avait à dire par rapport à tout ça et par rapport aussi à cette question de la non-violence, comment elle arrivait à convaincre les jeunes de ce nouveau... plus ou moins nouveau leitmotiv, parce que dans la société sahraoui, c'est quand même plus ancien. Donc, elle nous donnait un discours vraiment bien propre de voilà, qu'est-ce que c'est que la lutte non violente, etc. Voilà, on arrive à convaincre des jeunes. Et donc, à un moment, sa mère est intervenue dans l'entretien. Donc, Michel a tourné la caméra vers sa mère, qui nous a dit non, ne me filmez pas. Donc, il a retourné la caméra vers sa fille. Mais on a quand même enregistré le discours de sa mère qui disait oui, mais quand même, nous, on a donné des martyrs, etc. Donc, c'est bien beau la lutte non violente. On a construit des camps. On s'est occupé de votre éducation pendant que les hommes faisaient la guerre. Ils ont donné leur vie, etc. La lutte non violente, c'était en 2019, juste avant la reprise de la guerre. Et donc, elle disait bon, ok, mais il y a un moment, en fait, ça ne paye pas forcément. Parfois, il faut reprendre les armes, etc. Donc, vraiment, il y a un débat intergénérationnel qui est vraiment intéressant. Et je pense que ces associations de lutte non violente, elles touchent pas toute la jeunesse. Voilà, il y a plein de jeunes qui sont plus du tout convaincus après avoir finalement été désillusionnés par l'attitude des Nations Unies et des grandes puissances, justement, et qui pensent que ça sert à rien finalement.
Et moi, juste pour conclure et rebondir justement sur votre question, je pense que le but, il reste le même pour tous et pour toutes. Tous les Sahraouis aspirent à avoir un retour et avoir un chez-soi, parce qu'on ne peut pas s'accommoder de vivre dans un camp de réfugiés et de dépendre de l'aide internationale, c'est pas possible. Les moyens pour y arriver, là, oui, il y a un débat entre les générations. Est-ce qu'il faut reprendre les armes? Est-ce qu'il ne faut pas reprendre les armes? Est-ce que, voilà, utiliser des instances internationales, etc. Aujourd'hui, ce qui est fait, en tout cas, presque l'unanimité, c'est l'arme juridique. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de recours et on voit de plus en plus de voilà, sur la Cour européenne, mais aussi ce que je disais tout à l'heure, la Cour africaine des droits de l'homme, qui a rendu un arrêt la semaine dernière, qui parle d'occupation marocaine, en violation de droit international, etc. Le Conseil d'État français, cet été aussi, qui a... Déjà, la Cour européenne de justice, Cour de justice de l'Union européenne avait en 2019 rendu un arrêt sur l'étiquetage des produits qui viennent de territoires occupés. Donc c'était le cas de la Palestine, mais avait obligé l'étiquetage correct pour les produits qui venaient des produits qui venaient de territoires occupés. Là, le Conseil d'État est allé un peu plus loin en disant qu'il fallait interdire l'importation de produits qui venaient de territoires occupés. Donc l'arme, en tout cas l'arme juridique, fait l'unanimité. Et je pense aussi dans la population, les peuples sahraouis, la finalité est la même, parce qu'on ne peut pas s'accommoder de vivre soit sous occupation étrangère, soit dans un camp de réfugiés. Bon, je pense qu'on est en train de dépasser, donc merci beaucoup, merci à tous, merci, bonne journée.